bonsoir. Ce sourire de Christian Masse qui vient juste d'arriver à Paris, c'est évidemment le premier titre de l'actualité de ce dimanche 16 avril. Libéré par les rebelles tchadiens avec son compagnon suisse, Christian Masse a donc retrouvé ses parents il y a quelques instants à Roissy. Ses parents et puis aussi, comme vous le voyez, une foule de journalistes. Philippe Rochaud pour Antenne 2 était parmi eux. Monsieur Masse, on se déplace. Ma libération a effectivement lieu sans condition. Sans condition. Et vous ne savez pas pourquoi on vous a libéré sans condition? Si, je sais pourquoi. Enfin, je sais pourquoi. Je pense que ma libération revient pour une très très grande part au rôle joué par le gouvernement nigérian dans cette affaire. Et puis par le rôle joué par messieurs les ambassadeurs de France et de Suisse qui sont venus eux-mêmes me chercher au bord du lac. Enfin, oui, partout. Tout le monde est ami vraiment du sien, je crois. Donc vous devez revenir Pour faire de André Kumerling ou séparé de lui? Toujours avec lui, hein, jamais séparé de lui. Vous devez revenir sur vos conditions de détention. Deux reprises, les ravisseurs ont donc quand même adressé des ultimatums au gouvernement français. Oui. Est-ce que vous vous sentiez menacé dans votre vie à ce moment-là? Le soir même du 7 février, on a passé une mauvaise nuit effectivement, mais après nous avons été rassurés par ceux qui nous gardaient et le jour de l'ultimatum, particulièrement du 20 février, nous jouions aux cartes à midi et nous étions parfaitement décontractés, sachant parfaitement qu'il n'y avait aucun risque pour nous. D'ailleurs, ils n'auraient pas pu nous tuer. Donc pendant qu'ils vous menaçaient de mort, ils n'avaient pas du tout l'intention de le faire sur place. Cette menace de mort était simplement un scénario, le scénario de la prise d'otage, quoi, destiné pour faire avancer le gouvernement français, pour faire pression. On connaît assez mal ce groupe qui se réclame donc des Frolina. Leur sont-ils bien équipés, bien armés, bien disciplinés? Point de vue discipline, oui, ils sont bien disciplinés, ils s'organisent. Les armes, j'en ai pas vu beaucoup. À mon avis, ça serait plutôt... ils possèdent quelques armes à feu, mais plutôt des arcs, des flèches et des lances des saguets. Lorsque vous êtes approché du Tchad, vous saviez que c'était une zone d'insécurité? Je ne savais pas, sinon je me serais sûrement pas aventuré par là. Est-ce que vous avez pu localiser l'île dans laquelle vous étiez? Tchadienne, nigériane? Il n'y a aucun doute là-dessus. Au bord du lac, j'ai été à l'institut de recherche de Maloum Fatori où j'ai consulté une carte française établie il y a une dizaine d'années. Il n'y a pas de problème, j'ai été capturé et détenu constamment en territoire tchadien en tenant compte d'une certaine marge d'erreur assez large. Ma mère aimerait dire quelque chose, je crois. Oui, je voudrais dire quelque chose et je voudrais que tout le monde entende. Je voudrais dire que je suis tout à ma joie, mais en ce moment de joie, je ne peux m'empêcher de penser aux familles, aux parents, aux familles françaises qui continuent de vivre dans l'angoisse parce que l'un des leurs est retenu prisonnier, otage ou porté disparu quelque part dans le monde. Et ceci pour des raisons arbitraires. Et je voudrais lancer un appel à tous ceux qui m'écoutent pour qu'on puisse faire une action commune à un niveau international pour que on brise le mur de silence qui les entoure et qu'on puisse obtenir d'abord qu'ils soient traités humainement et ensuite qu'ils soient très vite libérés. Dans ce journal également, Victor Ramand de Rome nous parlera de la condamnation à mort d'Aldo Moro par les Brigades Rouges. Jacques Segui de Washington nous expliquera pourquoi Jimmy Carter a réuni autour de lui ses proches collaborateurs à Camp David. Philippe Gassot, dans le ciel, nous permettra d'assister à une grande première, le ravitaillement en vol d'un Mirage F1. Ajouté à ce tiercé, les résultats du vrai tiercé, le prix de la télévision à Longchamp 4, 20 et 12. Et puis cette toute dernière nouvelle, la mort à Madagascar de l'ancien président malgache Philibert Tsiran. Il est mort à l'âge de 68 ans. Le détail maintenant de tous ces titres. Commençons par Rome. La démocratie chrétienne a demandé aujourd'hui que tous les moyens licites et juridiquement possibles soient employés pour sauver la vie d'Aldo Moro. Vous savez que dans le 6e communiqué diffusé par les Brigades Rouges hier soir, le président de la démocratie chrétienne a été condamné à mort par les extrémistes. Un communiqué qui a bien évidemment créé une vive inquiétude en Italie. Victor Ramand. Conseil de guerre à la démocratie chrétienne aujourd'hui à Rome, après le 6e message des Brigades Rouges. Tous les dirigeants démocrates chrétiens sont bouleversés, avec en plus un sentiment très net d'impuissance.
Peut-être n'y a-t-il plus qu'à attendre le 7e message des Brigades Rouges, qui annoncerait l'exécution d'Aldo Moro dans une prison du peuple, à moins qu'il ne s'agisse d'un coup de téléphone anonyme qui précisera à un journal ou à une agence de presse l'endroit où a été déposé le corps d'Aldo Moro. Il paraît maintenant que la démocratie chrétienne serait disposée à négocier la libération d'Aldo Moro. Mais est-ce que ce n'est pas un peu tardif? Tout d'abord, dans leur dernier message, les Brigades Rouges disent que Aldo Moro a été condamné à mort, que c'est irrémédiable, que c'est définitif. Ensuite, dans leur précédent message, les Brigades Rouges n'ont jamais demandé la libération de terroristes qui sont actuellement en prison. Alors on peut se demander sur quelle base pourrait se faire la négociation entre les terroristes et la démocratie chrétienne. Sur quelle base pourrait-on bien négocier? Et avec qui? Car apparemment aucun contact n'a été établi avec les Brigades Rouges. Giovanni Gallone, le secrétaire adjoint de la démocratie chrétienne, n'a rien pu dire de précis après le Conseil de guerre démocrate chrétien. Il faudrait l'accord des autres partis politiques. On peut envisager quelque chose sur le plan international. Tout cela paraît bien irréel. Relisons le dernier message des Brigades Rouges. L'exécution d'Aldo Moro ne constitue qu'une étape. Oui, seulement une étape. Il faut étendre et intensifier l'attaque contre l'État impérialiste des multinationales. Voilà qui ne laisse pas beaucoup de place à l'espoir. Depuis hier, depuis que les Brigades Rouges ont annoncé qu'Aldo Moro était condamné à mort, des centaines de personnes se sont attroupées via Mario Fani, là où ont été tués les 5 gardes du corps d'Aldo Moro. C'est une protestation silencieuse, mais tout le monde semble attendre l'irrémédiable. Oui, décidément, il y a peu de place ce soir pour les spéculations sur le désir de la démocratie chrétienne de négocier ou sur la possibilité pour les Brigades Rouges de revenir sur leurs décisions annoncées avec tant de détermination et de publicité. Camp David maintenant. Camp David, c'est la résidence du président américain située à une centaine de kilomètres de Washington, la capitale, où de coutume le numéro 1 américain reçoit ses hôtes étrangers. Cette fois, aujourd'hui et demain, ce sont ses proches collaborateurs que le président Carter a convoqués en séminaire à Camp David. Une façon comme une autre de marquer le caractère exceptionnel de ces 2 jours de réflexion. Cela paraît nécessaire au président Carter, car il semble reconnaître, comme beaucoup, que quelque chose ne tourne pas rond dans son administration. Jacques Segui. Ainsi, à Camp David, Carter va demander à son équipe de resserrer les rangs. Ne dit-on pas que certains fonctionnaires, à l'intérieur de cette Maison-Blanche, sont déçus, désappointés par la politique de leur administration? Carter devra particulièrement préciser les rôles de M. Vance et de M. Brzezinski, qui ont des approches différentes en ce qui concerne la politique étrangère. Carter devra conforter son ministre des Finances, M. Blumenthal, totalement désappointé depuis qu'il a appris que M. Strauss avait été nommé monsieur anti-inflation par le président Carter, sans que ce dernier en ait vraiment informé M. Blumenthal. Le mot crise n'est pas le terme qui convient exactement pour qualifier ce qui se passe ici. Mais les derniers sondages prouvent une nouvelle fois la crise de confiance du pays à l'égard de son président. Et Carter sait d'autre part que déjà on pense à sa succession. Un quotidien du matin a cru bon de révéler que Ted Kennedy, le 3e de la famille, serait peut-être candidat en 1980, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 ans et demi. Spéculation, précipitation, autant d'éléments qui doivent inciter le président Carter à réajuster ses objectifs et sa politique. Je vous le disais en début de ce journal, nous venons d'apprendre donc la mort du président malgache, de l'ancien président malgache, Philibert Tsiran. Il avait 68 ans, il est mort à l'hôpital cet après-midi, c'est la radio qui l'a annoncé. 12 années au pouvoir et 6 années en résidence surveillée, c'est la carrière politique de cet homme, le président Tsiran, mis en échec par celui à qui il avait confié les pleins pouvoirs, le général Ramanantsoa, en 1972. Depuis les élections, il se considérait en exil dans son propre pays. Il est maintenant retraité. Lui-même n'aurait jamais ce poisson tué un président. Ça, c'est difficile. C'est difficile de pêcher un président. Ah oui, voilà. Il y a une lutte terrible. Si je vous raconte mon histoire sur cette résidence, pas encore terminée. Que voulez-vous dire? On a voulu me laisser, m'envoyer là-bas, à Itoche. Voilà, une petite résidence, il n'y a même pas de l'eau. Et je suis un côtier, j'aime l'eau. Voilà, je voulais simplement vous signaler que cette interview du président Tsiran, quelques années avant sa mort, avait été réalisée par André Blanchet.
Manifestation en Union soviétique, c'est assez rare pour être noté, manifestation plus précisément dans une des républiques de l'Union, à savoir la Géorgie. Des dizaines de milliers de personnes auraient défilé dans les rues de Tbilissi, la capitale, pour protester contre la suppression du géorgien comme langue nationale, et cela dans la nouvelle constitution. Des informations qui demandent évidemment une confirmation. Pas de problème en revanche pour la manifestation qui s'est déroulée hier soir à Tel Aviv. Elle a bien eu lieu puisque, en voici des images, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé à l'appel du mouvement pour la paix dans la sécurité. Il s'agit là de soutenir la politique étrangère du gouvernement Begin et surtout de réagir contre la manifestation anti-Begin qui avait eu lieu le 1er avril dernier à Tel Aviv. La situation militaire de la France n'a évidemment rien à voir avec celle d'Israël. Mais vous savez qu'il est nécessaire de temps à autre de tester, disons, nos capacités de défense et de défense aérienne en particulier. Récemment, sur l'ensemble du territoire, presque tous les appareils de combat français ont été engagés dans un exercice qui portait le nom de code d'Atex 78. Il n'y avait pas que des avions français d'ailleurs. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne fédérale, entre autres, ont participé à cet exercice. Ce que je vous propose maintenant, c'est un reportage assez exceptionnel. Pour la première fois, Philippe Gassot et Alain Saint ont pu filmer en vol le ravitaillement des Mirage F1. Regardez bien, juste le temps d'enfiler votre combinaison et votre casque, vous allez assister à cette première en vol comme si vous y étiez. Nous allons décoller dans quelques minutes pour effectuer une mission une tenue d'alerte en vol grâce au ravitaillement en vol. Pour la première fois dans la défense aérienne et sur Mirage F1, nous allons tenir un créneau d'alerte en vol de 6 heures à 4 avions, à 4 Mirage F1. La mission de la défense aérienne est précisée par décret. Surveiller l'espace aérien, détecter et évaluer toute menace aérienne. Mettre toutes les chances de son côté, c'est réduire le plus possible les temps morts. Nous pouvons estimer que nous gagnons au minimum 5 minutes, c'est-à-dire plusieurs centaines de kilomètres sur la réalisation de l'interception. Pour rapporter les premières images des F1 en ravitaillement, une solution, mettre sa tenue anti-jet, monter très haut, s'en remettre au radar pour ne pas manquer le rendez-vous et se confier au pilote. Le travail de gardien du ciel, même en temps de paix, n'est pas une petite affaire. 500 000 avions parcourent le ciel de France tous les ans, et dans cette masse, une cinquantaine ne sont pas identifiés. Il faut donc trier, reconnaître et, le cas échéant, contraindre à l'atterrissage. Le rendez-vous ravitaillement se situe bien au-delà des nuages, après une mission d'intervention, quand l'aiguille du cadran marquant kérosène commence à baisser. Rester en l'air près de la zone critique évite bien entendu un retour à la base, un atterrissage et un redécollage. Une importante économie de temps. Cela nécessite de la part des pilotes un entraînement extrêmement poussé. À très haute altitude, il faut parvenir à placer la crosse de remplissage d'un Mirage F1 au centre d'un panier qui se promène au bout d'un tuyau. Arriver à la bonne vitesse, à la bonne altitude et y rester. Les réservoirs se remplissent à la cadence d'1 tonne à la minute. Allongé dans la queue de l'appareil, le boomer, c'est son nom, guide les chasseurs. Il est prêt, la main sur la poignée, à interrompre le ravitaillement dans le cas où le tuyau serait emporté par un avion. Contact stable. Transfert. Dans le C-135, tout l'équipage est harnaché de Mae West, parachute et masque à oxygène. Danger, la rupture du tuyau, la pulvérisation du kérosène qui pourrait s'enflammer au contact des réacteurs. Il y a, dans ce gros avion, 80 tonnes de carburant dans les cylindres. Ça fait 1 tonne 780, ça fait 2200 litres. Ok, ils ont dégagé, affirmatif. Il est là. Sans contrôle, bien les kilos. 5 kilos, il sera 5. Ce sera bien pour la réduction. Nous sommes à 10 000 mètres d'altitude, c'est l'altitude optimale. Pour les ravitaillements en vol, on évite ainsi les turbulences. La marge de manœuvre des chasseurs est extrêmement limitée. Ils ne peuvent avancer ni plus d'1 mètre, ni reculer de la même distance. C'est une partie de bilboquet qui se déroule à 800 km à l'heure. Le point de rendez-vous est contrôlé en permanence.
avec l'espoir que ces manœuvres resteront des exercices. L'opération ravitaillement en vol est terminée. Il est préférable maintenant, si l'on est ennemi, d'éviter les chasseurs et de ne pas rester dans le collimateur. Voilà, mission accomplie. Philippe Gassot et Alain Saint ont pu réaliser ce reportage grâce aux appareils de la base d'Orange et d'Istra. La politique maintenant. 3 petites phrases ce dimanche. André Bergeron de Force ouvrière. Les patrons doivent renoncer à utiliser la crise comme alibi pour s'opposer à tout. Jean Colpin, secrétaire du comité central du Parti communiste et responsable du secteur entreprise. Pas un communiste n'a exprimé de doute sur le fait que notre parti ne porte aucune responsabilité dans l'échec de la gauche. Il y a un accord profond avec la politique du parti. Déclaration également de Michel Debré, qui participait ce soir au Club de la Presse d'Europe 1. Serrer les rangs, soutenir le gouvernement pour le RPR ne veut pas dire abandon des idées essentielles, a-t-il dit en substance. Michel Debré a laissé entendre que le RPR voterait la question de confiance si M. Raymond Barre décidait de la poser mercredi. Mais je pense, Daniel Brem, que ces petites phrases n'ont pas troublé le Premier ministre qui est resté à Paris ce week-end pour travailler. Oui, en effet, loin de l'agitation qu'il déteste, le Premier ministre s'est barricadé à l'hôtel Matignon durant tout le week-end. Il a ébauché derrière ses hauts murs le discours de politique générale sur lequel il demandera la confiance. Il a compulsé les innombrables notes préparées par ses collaborateurs. M. Barre dira mercredi où en sont tous les cadrans de l'économie après 2 ans d'efforts. Il évoquera aussi tout ce qui reste à faire. Dans sa déclaration d'environ 3/4 d'heure rédigée dans son bureau qui donne sur le parc, le chef du gouvernement fixera le cadre de son action. Les intentions annoncées seront concrétisées au fil des jours par des décrets et des projets de loi. Tous ces textes s'inspireront de 3 objectifs définis par le président de la République. Poursuite du redressement, plus grande justice sociale et accroissement des responsabilités des Français, c'est-à-dire moins de pouvoir pour l'administration. Alors l'exposé du Premier ministre prendra, pense-t-on, la forme d'une sorte de contrat de progrès proposé au pays. M. Barre espère, le programme commun ayant quitté l'affiche, que son propre projet deviendra le pivot d'un débat national. Alors si sur le plan économique la situation reste difficile, disons, comment est-ce que ça se présente sur le plan politique maintenant? Eh bien, le Premier ministre, sur ce plan-là, a la voie libre. Le chemin n'est plus obstrué par des élections importantes. Bien sûr, il y a les cantonales, mais ce ne sont pas des élections aussi importantes que les législatives. Par ailleurs, la majorité, malgré les réserves orales du RPR, votera la confiance, comme du reste le souhaitent ses électeurs. Quant à l'opposition, elle est occupée à débrouiller les chevaux de ses propres problèmes internes. Et du côté des syndicats, malgré des prédictions d'avant les élections, eh bien, le climat est plutôt à une sorte d'armistice qu'à la guerre. Alors, M. Barre mettra-t-il pour autant les bouchées doubles? Eh bien, nous le saurons bientôt. Bien, merci Daniel Brem. Rubrique accident, particulièrement chargé ce week-end. Sur la route d'abord, pour la première fois en 12 ans, un camion a brûlé sous le tunnel du Mont Blanc. Un incendie qui aurait pu être dramatique. Le chauffeur a quand même pu se sauver et alerter les pompiers. Ils ont mis 1 heure pour maîtriser les flammes. En montagne, le sauvetage des 5 alpinistes parisiens qui étaient bloqués dans les Pyrénées depuis mercredi dernier a finalement coûté la vie à un gendarme. Les 5 jeunes gens ont été redescendus dans la vallée, où ils sont soignés en ce moment. En revanche, la cordée de secours qui était partie à leur recherche a été prise dans une avalanche, et un gendarme, donc M. Abadi, 39 ans, a été enseveli. Il est décédé en début d'après-midi à l'hôpital de Luchon. Enfin, on connaît maintenant le bilan définitif de la catastrophe ferroviaire de Bologne en Italie. 50 morts et une centaine de blessés, dont plusieurs dans un état grave, ont été retirés des carcasses des 2 wagons des 2 trains qui ont déraillé hier en raison d'un éboulement qui s'est produit sur la voie. Parmi les rescapés de cette catastrophe, la plus grave en Italie depuis plus de 15 ans, il y a 33 élèves d'une école de Metz, accompagnés de 4 enseignants qui venaient d'effectuer un séjour pédagogique en Grèce. Aucun d'entre eux n'a été blessé. Je vous rappelle maintenant les 2 grands résultats sportifs de la journée. En tennis, c'est le Mexicain Ramirez qui a remporté les internationaux de Monte-Carlo en battant le Tchèque Smid en 3-7. Et puis en cyclisme, c'est le champion du monde Francesco Moser qui a gagné détaché le 76e Paris-Roubaix, l'une des classiques les plus difficiles, les plus éprouvantes pour les coureurs. Et pour mieux s'en rendre compte, Jean-Paul Olivier a choisi quelques passages de champion dans ce que les spécialistes appellent l'enfer du Nord. Seul un grand champion peut gagner Paris-Roubaix. On l'affirme chaque année à la veille de l'épreuve, et à l'issue de celle-ci, on constate qu'il en est allé ainsi. Mais on déplore néanmoins que beaucoup de coureurs n'aient pu défendre leur chance jusqu'au bout en raison des nombreux incidents de course. Et il en est encore ainsi.
ce soir, au terme d'une épreuve impitoyable en raison de son parcours et des conditions atmosphériques de ces derniers jours. De nombreux passages sur d'énormes pavés, souvent disjoints, vous l'avez vu, des pavés glissants. En d'autres endroits, la route disparaissait sous la terre, amenée des champs par la pluie. Et Francesco Moser, là, a attaqué sur ces routes boueuses. Regardez son rictus. Pour espérer gagner, voire se bien classer à Roubaix, il faut donc être fort, mais également acrobate. Et donc avoir la chance de son côté. La véritable course, comme d'habitude, a débuté à Neuvilly, endroit où les coureurs ont quitté la nationale pour s'engager dans un chemin creux assez boueux ce dimanche et en légère montée. Moser avait pris la direction des opérations, alors qu'Hinault avait depuis 3 km engagé sa longue et courageuse poursuite. Voici Freddy Mertens en plein effort. Cette année encore, les forçats de la route ont mérité leur nom. Il y avait un tiercé cet après-midi à Longchamp, le prix de la télévision. En tête à l'arrivée de ce tiercé, le 4 Ripoff, suivi de Tommy Wu le 20 et d'Edward French 12. Résultat donc 4, 20 et 12 qui rapporte, vous le voyez pour 5 francs dans l'ordre, 14 479 francs et dans un ordre différent, 1885 francs 50. Événement de la semaine, dans un tout autre domaine, le Salon international du prêt-à-porter féminin qui s'est terminé mercredi dernier. Après avoir vu défiler non seulement une escouade de bien jolis mannequins, mais également près de 50 000 acheteurs, 94 collections étaient présentées. Et elles n'étaient pas dénuées d'intérêt puisque 650 journalistes étaient présents. Il faut avouer que l'une d'entre elles, en particulier, avait de quoi éveiller chez les plus blasés un regain de lyrisme. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Voici les modèles d'Yves Saint-Laurent. Je mets donc un carré blanc, un rectangle blanc, et je laisse parler l'image et France Roche. Yves Saint-Laurent a fait pour 1200 acheteurs des 5 continents sa petite révolution annuelle. Une collection pour dames bien chauffées et pour messieurs inflammables. Visna et Kirat, vêtus de probité candide et de mousseline noire, vous l'illustrent, en court, en flou et en transparent. Vous voyez, ne gêne pas du tout pour marcher. Ni le nicker de velours noué de ruban. Ah, j'oubliais. Ces robes sont faites pour porter pendant les longues soirées d'hiver. La chaleur ambiante déclenchée par elles devrait suffire à dégeler l'atmosphère. D'ailleurs, avec ces jambes-là, on est rarement frileuse. Et il faudrait être de pierre pour ne pas prendre feu, messieurs, en voyant ces statues où les feuilles de vigne sont remplacées par quelques pois dorés. Détail obligatoire, des bas noirs, c'est tellement habillé. Bien, restons calmes et sereins. Passons maintenant à un autre palmarès, le hit parade des chansons. Pas facile souvent d'y figurer en bonne place lorsqu'on est jeune, inconnu, et que de plus l'on ne s'exprime point dans la langue de Shakespeare, l'anglais étant pratiquement le seul mot de passe admis dans les discothèques. Un petit peu à contre-courant de la mode, Georges Bégout a retrouvé Renaud. Bien sûr, il ne représente pas toute la jeunesse, il est même un peu à part, mais déjà paraît-il le succès frappe à sa porte, ou plutôt s'accroche au guidon de sa moto. Nous ne sommes pas dans le Tennessee ou sur la côte ouest, mais dans les rues de Meudon, au guidon du chopper Renaud, l'étoile de la zone. Il ne connaît pas l'anglais, il parle l'argot, le verlan, il manie l'expression populaire avec maestria, et tout un public le comprend. Après des années difficiles où il fut magasinier, plongeur, représentant, liftier, tout en continuant à gratter de la guitare, le voici aujourd'hui sur le podium des hit parades. Mais c'est toujours dans la même baraque qu'il répète avec ses copains. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché.
s'approchait de moi, puis il m'a regardé comme ça. T'as les bottes, mon pote, elle me botte. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, un grand coup de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai laisse béton. Les jeunes, surtout les jeunes des milieux urbains, reconnaissent leur langage et leurs préoccupations et les faits divers que je chante. Ils sont tous vécus ce que je chante, plus ou moins, et ils le ressentent bien parce que je pense l'exprimer dans leur langage. Le samedi soir, les gens dans les maisons des jeunes en banlieue, ils vont s'éclater à Paris dans les boîtes de nuit. Alors il n'y a personne dans les maisons de jeunes, il me semble. Les bistrots, c'est ma seconde maison, les bistrots. C'est le lieu de communication privilégié pour les jeunes, je veux dire. C'est là que tout se passe, c'est là qu'on construit le monde, qu'on le détruit, qu'on le refait, qu'on rêve, qu'on s'exprime. Comment font-ils les autres jeunes pour s'en sortir, ceux qui ne sont pas chanteurs ou champions de football? Je me le demande. Ils font les conneries qui meublent les pages des faits divers des journaux. Ils volent, ils braquent, ils se battent, ils s'ennuient, ils se flinguent et ils vont au bistrot. Malgré les impératifs du show business, Renaud y reviendra toujours dans ses bistrots, ne serait-ce que pour chanter Boris Vian. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Si dans plus tard quand la reine reviendra, ma parole, nous on viendra pas. Voilà, pour mettre un point final à cette actualité de ce dimanche, la météo pour demain. Temps ensoleillé avec des nuages passagers sur le nord, les Ardennes et les Alpes. Vent faible, faiblissant en particulier sur le Languedoc et la vallée du Rhône. Des températures nocturnes basses, avec attention des gelées au lever du jour, même dans les régions méditerranéennes. Par contre, les températures seront en hausse au cours de la journée. Vous retrouverez, je le pense avec plaisir, Bernard Rapp vers 23h ce soir pour la dernière édition du journal. Et je vous souhaite particulièrement une très belle soirée sur Antenne 2.